Voilà. On remercie nos intervenants qui sont venus de loin pour vous ce soir, pour vous expliquer et nous expliquer à nous aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de connaissances sur ce sujet-là, ce qu'est la dyslexie, les moyens qu'il y a aujourd'hui pour les contourner et toutes les avancées qu'on a en France et dont on peut se servir. Et on terminera après avec un témoignage que je remercie également. Donc je vous présente nos intervenants. Nous accueillons ce soir Caroline Delattre, qui vient de près de Toulouse, à l'ONAC, et qui est enseignante spécialisée pour la dyslexie en école primaire. Après, vous avez Philippe Roux, qui est connu dans le monde de la dyslexie et qui est le fondateur de le premier centre médical et scolaire en France à Orpierre. Vous avez Danielle Aujoc, qui est enseignante spécialisée pour la dyslexie auprès des professeurs des écoles. Et Agnès Vetrov, qui est présidente de l'APEDIS, la structure départementale et reconnue, et nationale aussi, donc l'APEDIS Isère, qui nous fait l'honneur d'être là avec nous ce soir. Frédéric terminera cette conférence avec son témoignage, son parcours du combattant, qui illustrera vraiment beaucoup de choses pour nous, et on remercie Frédéric d'être là. Voilà, je vais passer la parole à Caroline. Donc, bonjour à tous. Je vais vous parler ce soir de la dyslexie, ou plutôt les dyslexies, puisqu'il existe plusieurs types de dyslexie. Dans un premier temps, quand doit-on suspecter un trouble d'apprentissage? Quels sont les premiers signes qui peuvent nous faire penser à un trouble 10? Et enfin, nous verrons une présentation de la dyslexie et de ses différentes formes. Donc, quand doit-on suspecter un trouble d'apprentissage? Si un enfant vous paraît lent, si un enfant, alors qu'il dort bien, se fatigue, notamment pour la lecture, si un enfant paraît paresseux lorsqu'il se fatigue au niveau de son travail et que l'on n'observe pas les mêmes performances à différents moments de la journée, s'il est souvent rêveur avec des difficultés d'attention, s'il est un peu trop imaginatif ou bagarreur, ou hyperactif, s'il est maladroit, s'il a des difficultés à manipuler la règle, le compas, s'il s'exprime mal, s'il y a eu un retard de parole, s'il dessine mal, les dessins et le coloriage montrent des difficultés de réalisation au niveau des gestes fins. C'est surtout que l'enfant n'est pas satisfait de son résultat. S'il écrit mal, s'il est perdu dans le temps et dans l'espace, s'il a des difficultés à se repérer dans la journée, le matin, l'après-midi, connaître les notions demain, après-demain, dans l'espace, le haut, le bas, dedans, à côté, droite, gauche, des difficultés de latéralisation. S'il est fâché avec les chiffres, s'il a des difficultés à rentrer dans le code numérique, mais surtout de manière un petit peu plus générale, si on observe des lenteurs dans toutes les tâches, et surtout un décalage entre les possibilités orales et écrites. Si les résultats scolaires attendus ne sont pas à la hauteur, malgré un travail personnel à la maison qui est souvent important, s'il ne veut plus aller à l'école, s'il a une mauvaise estime de lui, attention, il peut peut-être s'agir d'un enfant 10. Il faut alors le faire tester et aller voir un orthophoniste ou un neurologue référent pour faire un bilan. Ce bilan le diagnostic qui sera posé
pourra permettre la mise en place d'un aménagement au sein de l'école au travers de différents plans que vous avez peut-être déjà entendus, ou un PAI, ou un PPS, ou un PPRE, afin de l'accompagner dans sa scolarité. Les personnes atteintes d'un syndrome ne présentent pas forcément toutes les manifestations que je viens de citer. Mais on peut retrouver plusieurs combinaisons de symptômes possibles. Donc, maintenant, je vais vous présenter la dyslexie et les différentes formes de dyslexie. Donc, pour comprendre un petit peu les différentes causes d'échec scolaire, le docteur Michel Mazot a décrit 3 grandes causes d'échec scolaire. Une première cause qui serait l'immaturité ou un blocage psychologique, ou enfin une difficulté des fonctions cognitives. Les 2 premières sont définies par les médecins comme une difficulté transitoire. Effectivement, avec un accompagnement, il peut y avoir une disparition. Alors que pour la 3e, les médecins parlent d'un trouble, un trouble persistant. Si l'ensemble des fonctions cognitives sont atteintes, on parlera de déficience intellectuelle, ce qui n'est pas le cas pour les enfants 10. S'il y a une fonction cognitive atteinte ou un petit groupe de fonctions cognitives atteintes, on parlera de troubles spécifiques de type 10. Donc pour pouvoir parler de troubles spécifiques des apprentissages scolaires ou d'enfants 10, il faut que les difficultés soient pathologiques. On parlera d'un critère de sévérité. Il faut qu'elles soient résistantes. On parlera d'un critère de durabilité. Il faut qu'elles soient spécifiques. On parlera d'un critère de discordance. Je vais reprendre un peu chacun de ces critères pour vous expliquer un peu mieux. Donc, un critère de sévérité, il faut une diminution significative des performances d'à peu près 2 déviations standards par rapport à la norme attendue pour l'âge et le QI. Donc en fait, il faut une différence par rapport à un enfant qui n'a pas de difficulté. Ça va correspondre à un retard de 18 mois d'apprentissage. Le critère de sévérité va permettre de parler d'une 10 légère, moyenne, sévère ou lourde. Le critère de durabilité. Donc, ces difficultés sont durables et ne correspondent pas à un simple retard d'acquisition qui, lui, est temporaire. C'est un trouble. On ne peut pas affirmer la durabilité qu'après un certain temps d'apprentissage infructueux. D'où un diagnostic souvent tardif. On attend, il peut y avoir 18 mois à 2 ans de retard d'apprentissage. Il faut qu'il y ait une absence d'automatisation des acquis. Mais ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas agir avant. Un critère de spécificité. Donc, le trouble 10 repose sur un trépied. L'intelligence globale est préservée. Les enfants 10 sont intelligents. Dans le diagnostic, on fait passer des QI, et notamment les enfants 10 ont un QI normal, voire supérieur à la moyenne. Il n'y a pas de cause médicale retrouvée sensorielle. L'enfant voit bien. Ce n'est pas avec une correction de lunettes qu'on va enlever des inversions. Il entend bien. Il n'y a pas de prothèse auditive. Il n'y a pas de cause neurologique, d'accident neurocérébral. Il n'y a pas de trouble psychiatrique. Et enfin, on vérifie que l'enfant vit bien dans des conditions normatives, qu'il a bien été à l'école durant son apprentissage. Le critère de discordance. On va observer une dissociation entre les difficultés à des épreuves liées aux troubles en question et les bonnes performances à d'autres épreuves cognitives. C'est-à-dire qu'on va avoir des enfants qui, verbalement, vont beaucoup mieux s'en sortir, vont beaucoup mieux répondre, et le passage à l'écrit va être beaucoup plus difficile. Et c'est cette hétérogénéité des performances qui
qui nous permet de parler du critère de discordance. Donc la dyslexie. La dyslexie, étymologiquement, la dyslexie, c'est une difficulté avec les mots. Mais c'est une difficulté pour apprendre à lire, mais c'est un peu plus complexe. C'est un trouble 10, puisqu'on voit qu'il faut que c'est un trouble sévère, spécifique, durable de l'apprentissage du langage écrit. Donc en effet, le syndrome 10, on s'accorde à dire qu'il s'agit d'un dysfonctionnement cérébral au niveau de la zone du langage qui a une cause, qui aurait une génétique, mais ce syndrome 10 va être modulé par différents facteurs. Le facteur psychologique, selon l'émotion de l'enfant, selon sa motivation, selon son milieu, le facteur social, familial, éducatif qui entoure l'enfant, et enfin les capacités neuropsychologiques de l'enfant. Le facteur temps va également intervenir, puisqu'on voit que la dyslexie est évolutive et les difficultés rencontrées ne sont pas figées. Quelque chose pour lesquels ils vont avoir des difficultés à un moment donné, ils peuvent y arriver par la suite. L'ensemble de ces facteurs vont permettre de parler d'un certain type de 10 et d'une certaine sévérité. Donc les différents types de dyslexie, il y a 4 grands groupes: la dyslexie visuelle, la dyslexie phonologique, la dyslexie de surface et la dyslexie mixte qui va regrouper un ensemble de dyslexies. Chrysanthème. Alors, pour vous expliquer un peu la voie d'adressage et la voie d'assemblage. Pour lire le mot chrysanthème, lorsque vous le lisez, vous avez accès à votre stock lexical. Vous voyez une fleur, c'est ce qu'on appelle la voie d'adressage. Bamidédraton, c'est un non-mot, c'est un mot qui n'existe pas. Donc là, on n'a pas accès à notre stock lexical, on n'a pas d'image. On va devoir, pour pouvoir lire ce mot, on va devoir passer par du séquençage. C'est cette fois-ci la voie d'assemblage. Donc, pour apprendre à lire, l'enfant qui est apprenti lecteur va aborder les mots nouveaux en les déchiffrant de manière analytique. Si le déchiffrement est correctement réalisé, 4 à 5 fois de suite, alors le mot va pouvoir rentrer dans le lexique orthographique. Il pourra ensuite le relire en passant cette fois-ci par la voie d'adressage, qui est la voie du global, qui est une voie qui est beaucoup plus rapide. Donc, en fonction des atteintes visuelles ou bien de la voie d'adressage ou d'assemblage, on va voir la dyslexie visuelle, phonologique ou de surface. La dyslexie visuelle. Donc, avant d'utiliser la voie d'assemblage ou la voie d'adressage, le cerveau va utiliser l'œil, sa caméra, pour pouvoir reconnaître les lettres, pour pouvoir les rassembler en syllabes et avoir accès au sens des mots. Donc je rappelle que l'enfant voit bien. La vision a été vérifiée. La dyslexie neurovisuelle. On peut entendre par dyslexie neurovisuelle dyspraxie visuelle ou maladresse du regard. L'enfant voit bien, mais il a du mal à organiser son regard. Il va éprouver des difficultés à fixer, à suivre, à calibrer les saccades oculaires, à coordonner sa vision binoculaire. Donc effectivement, lorsqu'on lit une phrase, il faut que les yeux se coordonnent pour passer de syllabe en syllabe pour lire l'ensemble d'une phrase. Lorsqu'il y a une difficulté à ce niveau-là, on va observer des oublis de lettres, des oublis de mots, des sauts de lignes, et on peut retrouver associé une dyspraxie motrice périphérique. La dyslexie visio-spatiale. Donc, elle va créer des difficultés pour stabiliser la taille, l'espacement, l'orientation des lettres. Des difficultés de repérage sur la feuille.
le haut, le bas, la marge. Donc le dyslexique sera gêné dans la présentation de textes longs, denses, richement illustrés, avec une iconographie riche. Souvent, on peut retrouver associé d'autres difficultés visio-spatiales, ce qui va mettre un retard au niveau de la mise en place de l'espace dit topologique. Ensuite, nous avons, parmi les dyslexies visuelles, les dyslexies par dysgnosie visuelle. C'est barbare un peu tous ces noms. Ce sont des difficultés à reconnaître la forme des lettres. On va voir apparaître des confusions